Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus aujourd'hui pour voir comment on peut ensemble crafter de meilleures UI en pensant le DOM comme une API. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui en tant que speakeuse, mais aussi en tant que membre du COPIL d'organisation. C'est une première pour moi d'organiser, et c'est la 4e fois que je fais ce talk. Je m'appelle Manon Carbonel, je suis développeuse PHP, Python et JS, mais surtout intégratrice web chez Shodo à Nantes. Je suis passionnée par CSS et HTML. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. J'aime aussi beaucoup les tests et je suis aussi facilitatrice agile en plus du dev parce que je suis persuadée que ça fait partie des raisons qui font qu'on développe bien. Donc on va aussi parler un petit peu d'agilité aujourd'hui ensemble. Et donc le craft qui pour moi est l'aventure entre les deux. Pour me suivre, vous avez un QR code ici que vous retrouverez à la fin avec tous mes réseaux sociaux. J'aime tellement HTML et CSS que j'ai créé une communauté avec Amy et Joël qui sont là, big up, qui s'appelle Cascade. On parle d'intégration web, d'accessibilité, d'éco-conception. Et on va bientôt faire des articles en ligne, vous pourrez nous retrouver. La roadmap pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mode pompier, parce que c'est souvent le mode dans lequel j'interviens en mission, en fait, en intégration web, un peu au dernier moment. Après, j'aimerais faire un focus sur la qualité de code. On parlera de clean code et on ira un peu plus en détail. Et après, j'aimerais parler de conception et de collaboration. Donc, on prendra un petit peu de hauteur sur le sujet ensemble. Alors, pourquoi le mode pompier? On me dit souvent, dis Manon, est-ce que tu veux venir nous aider avec du CSS? La deadline, elle est dans 1 semaine. C'est hyper short. On a besoin que tu viennes nous sauver. Ça veut dire que je suis la seule à maîtriser le CSS et le HTML dans l'équipe, vraiment. Donc j'ai un peu, à la fois je me dis, oh, je suis un peu fière quand on me dit ça, on me demande de l'aide. En même temps, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, le CSS et l'HTML, ça peut être compliqué à maintenir. On va prendre le bouton là, qui s'appelle Get Started et qui vient de la doc de Tailwind. Et comme ça va me servir d'exemple pour toute la présentation. J'arrive dans ce projet et pour faire ce bouton, je vois ce code HTML là. Donc je vais vous le lire. C'est un span dans lequel il y a une div. Donc on a une balise de type inline et à l'intérieur une balise de type block qui a un role button plutôt qu'une balise button. Donc on lui indique au navigateur que c'est un bouton alors qu'on a des balises pour un HTML5. J'ai des classes, un header button en camel case, une classe button et un padding 10, une classe utilitaire. Et j'ai aussi du style qui va forcer l'aspect du bouton en donnant une couleur bleu foncé, qui va donc surcharger la classe. Et j'ai un fichier CSS qui fait apparemment plus de 12 656 lignes. Alors, j'ai quoi dedans? J'ai ma classe header button qui a une couleur blanche. Il manque le point virgule. Je ne sais pas si ça passe ou pas. J'ai une couleur en hexadécimal. Après, plus loin, j'ai une classe avec une couleur de fond qui est en toutes lettres. Et j'ai ma classe padding 10 qui est lue en dernier. Donc, un niveau équivalent de sélecteur, je ne sais pas lequel va être pris en compte au niveau de l'affichage, honnêtement. Donc voilà, je me retrouve à devoir faire des modifs, peut-être du refactoring dans un code comme ça. Bon, je peux comprendre que ce soit dur à maintenir. On va voir ensemble comment on peut faire. D'abord, on va voir comment on peut refactorer du code. Avant de faire des modifs, on va préparer le code à recevoir de nouvelles choses. En HTML et CSS, surtout en CSS, donc il y a un concept très important, c'est le concept de cascade. Le code qui est exécuté, qui est pris en compte et qui va être affiché dans le navigateur, il va prendre en compte un niveau de priorité. D'abord, la proximité que les balises HTML, l'attribut style qu'on a vu juste avant, par exemple. On va avoir aussi la spécificité des sélecteurs, l'ID, la classe, les attributs ARIA, et puis les mots-clés comme important, qu'il ne faut jamais mettre. Ça a des impacts directs sur l'UI. Vous changez votre sélecteur, même sans changer les règles CSS, vous aurez un impact sur le rendu. Donc, c'est un peu comme les capes, là, vous enlevez un truc, boum, ça peut casser. Un petit point sur la spécificité, qui est important, en fait, ça se calcule en points. Par exemple, une balise, c'est de type. C'est un type, du coup, c'est une spécificité de 1. Si vous mettez une classe, c'est 10 points, une attribut data, ça va être 10 points aussi, un ID, c'est 100 points de force, d'importance pour le navigateur. Par exemple, ici, j'ai juste un ID, donc c'est 100 points. Ici, j'ai une classe et un type, donc j'ai 11 points.
Et souvent, quand on met des important, c'est qu'on n'a pas respecté une règle de surcharge. Par exemple, si vous utilisez Bootstrap et que vous avez une classe button et button secondary collés, réutilisez le même sélecteur, vous aurez des impacts directs qui vont fonctionner sans avoir besoin de important. Il faut garder en fait le même niveau de force de sélecteur que ce que vous voulez surcharger. Alors, si jamais vous avez des important dans votre code, Swift sert ça. Ça, c'est sur MDN, hein, vous pouvez retrouver la doc, ça c'est juste un extrait. Mais comment on fait pour tester du HTML, CSS? On peut faire des tests unitaires. C'est compliqué. On peut faire par contre du test de composants. On peut afficher notre composant dans le navigateur, hors du reste de la page, et voir son rendu pour voir si c'est bien ce qu'on veut. On ne peut pas trop faire des snapshots du DOM, c'est-à-dire voir à quoi ressemble le HTML. Si on va faire du refactoring, de toute façon, le snapshot ne servira à rien puisqu'on va le changer. Par contre, on peut faire un screenshot de l'UI avant et après notre refactoring. Ça, c'est intéressant. Alors, par quoi on peut commencer? Là, je vous ai un peu fait peur, là, je pense. Ça va? Déjà, pour intégrer du nouveau code, je vais commencer en premier par mettre un linter. C'est hyper satisfaisant. Il vous fixe plein d'erreurs syntaxiques à votre place. C'est trop bien. Pour les flemmards comme moi, c'est super. Et après, je vais essayer de le mettre dans une pipeline pour que quand je push du code, ça s'exécute, mais aussi sur ma machine en hook Git. Donc dès que je veux pusher du code, il va exécuter le linter, et si jamais mon code n'est pas propre, il va me dire non, je push pas ton commit. Et si en plus je veux refactorer du code, je mets les mêmes outils, mais en plus je vais faire un test de non-régression visuelle avec un screenshot de lui, soit de ma page, soit de mon composant, pour voir si je n'ai rien cassé. À quoi ça ressemble? On a le avant, le après, et le diff est mis en lumière par un outil de non-régression visuelle. Ça, c'est un extrait de Chromatic, si vous faites du storybook. Donc une fois que j'ai un code qui est à peu près propre en termes de syntaxe avec les conventions de code de mon équipe et que j'ai un test qui me permet de vérifier que j'ai rien cassé, déjà je sécurise mon propre travail et je suis plus sereine pour continuer. Et après, c'est la magie de l'intégrateur ou de l'intégratrice. Alors dès lundi, ce que vous pouvez essayer en mode pompier, si comme moi vous arrivez dans cette situation, prenez un linter. Le linter officiel CSS, c'est StyleLint. Il marche aussi avec les préprocesseurs SAS et LS. Le formateur qui va appliquer ces règles un maximum en autofixe, c'est Prettier. Il marche avec JS, donc c'est parfait. Et en test de non-régression visuelle, il y a Playwright, qui est un outil de test end-to-end qui vous permet de le faire, du component testing. Loki et Chromatic, ce sont des outils qui vont avec Storybook, donc qui vous permettent d'avoir une interface pour voir un build. Imaginez une pull request où vous voyez visuellement en fait, les différences dans votre UI avec des snapshots. Ça fonctionne comme ça. Loki, c'est la version en ligne de commande qui est exécutée, qui vous montre juste les différences d'images. Donc voilà, si vous voulez prendre une photo, c'est le moment des outils. Il y aura un slide takeaway comme ça à chaque chapitre. Alors une fois que le feu est éteint, et que c'est bon, la deadline est passée, c'est en prod, tout le monde est content, j'ai fixé ce que j'ai pu, mais en vrai, c'est sur la durée que ça se travaille. Et donc souvent, on me dit « Oh, mais bon, ça suffit pas, si c'est beau, là, c'est bon, c'est en prod, c'est bon, on est content, quoi. C'est du CSS, c'est pas du vrai code, quoi. » Je suis pas contente. Donc on va parler un peu de qualité de code. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le DOM? Moi, j'avais une vague idée avant de préparer cette présentation. En fait, c'est le document object model. Donc c'est une API, en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est le MDN. C'est une API pour le document HTML, mais aussi XML et SVG, et qui est utilisé par les navigateurs pour rendre une page. Comment ça fonctionne? Quand vous faites une requête réseau en tapant une URL sur votre navigateur web, le serveur va vous renvoyer toujours HTML, JS, CSS. C'est ce qui est interprétable par un navigateur. Donc le HTML, ça nous fournit un arbre avec différents nœuds qui s'appelle le DOM. Le CSS aussi, c'est le CSS Object Model, donc l'arbre qui se rattache. Et avec le JavaScript, le navigateur, grâce à une couche en Rust ou d'autres langages, il va en fait faire un arbre composite de ces trois arbres qui s'appelle le render tree. Donc en fait, on voit vraiment que les langages renvoyés par le serveur et celui du navigateur s'interfacent ensemble. Et avec des couches de layout et de peinture, on obtient des pages web. Alors là, j'ai simplifié, il y a d'autres couches entre les deux dernières cases, mais globalement, ce qui nous intéresse, c'est ces parties-là. Parce que le DOM, c'est utilisé par d'autres choses que juste le navigateur pour être affiché.
Déjà, il y a vous, il y a moi, il y a les utilisateuristes de nos applications qui ont besoin de voir ou de lire les pages. Il y a aussi, si vous faites un design system et des web components, des gens qui vont importer vos composants dans leur programme en React ou autre et qui vont avoir besoin d'avoir un DOM propre pour pouvoir le manipuler. Il y a aussi les outils d'aide à l'accessibilité qui vont lire les pages ou qui vont rajouter du contraste ou plein de choses et qui vont utiliser le DOM en fait, pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Il y a aussi les robots d'indexation pour le référencement. Ça paraît anodin, mais mine de rien, on veut que nos pages soient vues. Et enfin, on a les outils de test. Et ça nous intéresse beaucoup en tant que dev, que ce soit Cypress, Playwright ou d'autres. Donc, on voit qu'il n'y a pas du tout que les humains qui utilisent nos applications. Et du coup, ce n'est pas que le rendu qui est important. Si on va par là, on a besoin d'avoir un code propre, de début en fin de chaîne. Alors, comment on va concevoir nos composants ? Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Moi, j'aime bien suivre Atomic Design de Brad Frost, qui a conçu ce concept-là en 2016. C'est un concept qu'on applique dans ma mission. Je travaille chez OVH en mission en tant que développeuse de design system. Et du coup, nos composants sont découpés selon Atomic Design. D'abord, vous avez les plus petits, qu'on appelle les atomes, les composants atomiques. Ça va être une icône, un texte. Quand ces éléments se combinent avec d'autres, on obtient ce qu'on appelle une molécule. Ça va être par exemple un input avec un label et une icône. Les composants encore plus complexes s'appellent des organismes, une data table avec des filtres par exemple. Et ces éléments, ils vont tous s'intégrer dans des pages, dans des endroits spécifiques qu'on a choisis. La barre de navigation, le footer, les côtés, des blocs. Ça s'appelle des templates, selon Atomic Design. Et l'ensemble de tout ça, ça nous fournit des pages. Et on peut redécouper comme ça nos pages, nos emplacements et nos composants. Donc moi, je vais concevoir mon code de ce même découpage-là, puisque je vais avoir la même logique que les personnes qui s'occupent du design, pour qu'on travaille ensemble. Et donc, on commence par éviter de faire des divs soupes en HTML. Big up à toi, Joël, qui m'a appris ça. Moi, je faisais que des divs avant, et je soignais beaucoup mes classes, mon dommage. Et en fait, faut pas faire ça. Maintenant, je mets presque plus de divs. HTML5 nous propose beaucoup de choses, donc plutôt que de faire ça, si vous tournez la tête, ça fait vraiment un bol de soupe. Il faut utiliser des balises dites sémantiques, donc des balises HTML5. Typiquement, j'ai eu le cas dernièrement sur un composant de modal, donc c'est les fenêtres qui s'ouvrent avec un fond grisé. Plutôt que d'utiliser des divs et de mettre tout l'arrière en inerte pour pas qu'on puisse cliquer dessus, vous utilisez une balise dialogue et le navigateur fait tout pour vous. Vous n'avez aucun code JS à rajouter avec des attributs partout. Donc c'est à la fois cool pour vous et cool pour les gens qui utilisent le site. Bon, HTML, c'est assez rapide. Il y a en plus de ça l'accessibilité avec tout ce qui est way aria, donc les attributs aria label, ce genre de choses. Mais attention, c'est pas fait pour remplacer HTML5. C'est un complément. Si vous savez pas bien l'utiliser, faites du HTML5, c'est mieux. Par contre, pour les éléments non sémantiques, comme les divs ou d'autres balises, c'est très utile. Pour donner du contexte, par exemple ici, mon bouton, imaginez vous êtes sur un formulaire de contact et vous voulez envoyer un email. Si vous avez la capacité de voir les pages, lire le contexte, ça va vous suffire à comprendre que envoyer, c'est envoyer le dit email. Mais si on utilise un outil de lecture, envoyer, oui, envoyer quoi ? Je ne sais pas. Donc je vais rajouter un aria label pour me permettre de dire que c'est bien un email que j'envoie. Donc là, c'est un exemple tout bête, mais il y en a d'autres. Là, ça peut être des ajouts pour permettre de rendre la page plus accessible et qui sont faciles à faire. Et après, il y a le CSS. Comment nommer les composants ? Alors, qu'est-ce que c'est dur dans notre métier de savoir ranger et nommer les choses en CSS aussi. Donc moi, je reprends Atomic Design. Vous verrez, je n'aime pas du tout les classes utilitaires. Je déteste Tailwind, mais je n'ai pas oublié les gens qui en font. Moi, je divise en deux. J'estime qu'il y a mes composants qui sont agnostiques, qui sont destinés à être importés ailleurs. Et il y a mes pages qui, elles, vont emporter du métier. Donc, je vais utiliser du CSS qu'on appelle orienté objet avec des noms de composants métiers tout simples, comme un bouton. Et par contre, pour mes pages, je vais utiliser les emplacements, un langage un peu plus métier, qu'on dit ubiquitaire, d'ubiquitous language en DDD, si vous en faites. Et ça ressemble à quoi ? Si j'organise mes feuilles de style, je vais utiliser souvent un préprocesseur SAS ou LESS. Ça va me permettre d'avoir vraiment un CSS enrichi, de le découper en plusieurs pages que je vais pouvoir importer, de faire des sortes de namespace dans mon CSS, d'avoir des mixins et des fonctions supplémentaires custom.
Si je prends Atomic Design, voilà à quoi va ressembler en fait mon architecture. J'ai mon dossier à la racine avec ce qui s'appelle Style Sheets. Dedans, j'ai mes atomes, molécules, organismes. Et dedans, par exemple, dans Atomes, là, j'ai mes textes. Dans Molécules, j'ai mes boutons. J'ai mes molécules parce que moi, ils ont des icônes dedans, donc c'est composite. C'est à vous de voir comment vous vous organisez. C'est une proposition. Et à la fin, j'ai juste mes variables et mon thème qui importe tout le reste. Le petit underscore qui est au début, c'est une convention pour dire que c'est un fichier partiel qui est destiné à être importé par le point d'entrée qui est donc thème.css tout en bas. Et là, du coup, je m'y retrouve très facilement. Et si quelqu'un relit mon code, c'est facile de savoir où c'est rangé par rapport au fichier de design qu'on peut avoir sur Figma ou autre. Par contre, si vous utilisez un framework type je sais pas, Bootstrap ou Material, je ne vous conseille pas de faire votre architecture custom, mais plutôt de suivre la même que celle de votre framework. Là, c'est celle de Bootstrap. Mais en fait, moi, je vais ranger de la même manière. Je vais nommer de la même manière mes classes, de toute façon, parce que je veux surcharger. Et donc, le nom de mes fichiers, ça sera le même. Et ce qui tombe bien, en plus, c'est que la documentation, sur la page, elle est générée. Et c'est les mêmes noms, dans le même ordre, dans les mêmes menus. Donc, vous simplifiez la vie. Ça paraît peut-être bête, mais juste que ça soit bien rangé, moi, ça me facilite énormément la tâche sur un projet quand j'arrive en mode pompier. Après, c'est des propositions, à vous de voir votre logique, mais l'important, c'est qu'il y en ait une. Mon approche à moi, donc comme je vous le disais, c'était de faire des composants agnostiques et de composer avec le contexte, le parent qui va aller surcharger le style. Pour mon bouton, par exemple, je vais faire... il est dans un header, il est en haut de ma page, c'est le point d'entrée dans l'application, ce qu'on appelle le hero ou le header. Donc là, j'ai une balise header, en HTML5, j'ai une section qui est get started à l'intérieur, et mon bouton qui n'est pas un span avec un roll button, mais qui est bien un button. Et sa classe, c'est juste button et primary parce que c'est la déclinaison de mon bouton. Dans mon code SCSS, du coup, mon bouton, son style par défaut, c'est qu'il a un fond gris et la couleur, elle est blanche. Mais dans l'anti primary, j'ai juste la couleur qui va changer et dans ce contexte-là, qui va se surcharger. Mais en plus, dans Get Started, j'ai une couleur plus foncée encore. Parce que c'est le bouton le plus fort de mon application, c'est mon point d'entrée. Mais si jamais j'enlève ce fichier-là, le dernier en bas, je vais retourner dans un style qui est conforme au reste de ma page. Donc j'ai moins de risque de casse et c'est toujours cohérent avec le design officiel. Et je trouve qu'en termes de lecture, on a un DOM hyper épuré par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, vous pouvez faire de l'utilitaire, mais moi, j'aime pas. Alors après, il y a la montagne du test. Comment on va tester ça? Ça, c'est compliqué. En fait, de tester, moi, c'est ce qui m'apprend à bien coder, à redécouper, à me poser la question de comment c'est interprété. Alors, on va faire un petit focus sur le test. Il paraît qu'il y a des gens qui trouvent que les tests end-to-end, c'est trop fragile et trop dur à maintenir. Qui pense ça? Non, c'est vrai, personne pense ça? 2, 3. Il y a du trolling un peu. Est-ce que c'est long à écrire? Vous faites pas de test? Ouais, d'accord. Je trouve que c'était vrai, mais ça ne l'est plus trop aujourd'hui. Alors comment on va sélectionner les éléments à tester? C'est souvent ça le problème. Comment on sélectionne les éléments du DOM pour faire nos tests, nos assertions après dessus? Alors d'abord, on va favoriser les attributs qui sont destinés aux users, parce que c'est comme si on allait... j'ai le mot en anglais, mimique. On allait reproduire le comportement des personnes. Donc on va utiliser le rôle, les textes labels, les placeholders, puisque c'est ce qu'on utilise quand on voit la page. Quand ça ne suffit pas, là, on va utiliser les attributs avec les sélecteurs HTML, CSS. Par exemple, dans le cas où je connais le texte de ma page, je sais que mon bouton principal, c'est Get Started. Là, je peux chercher avec ce texte-là. Mais si c'est une liste, par exemple, le contenu est dynamique. Donc, je ne peux pas chercher par le contenu. Je vais aller chercher plutôt par des sélecteurs. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des XPath absolus. Mélange absolu relatif est très long. Comme des sélecteurs CSS avec tout le chemin. Il n'y a pas besoin d'écrire le chemin complet vers votre élément. Le parent et l'enfant indirect, ça marche très bien. La cascade fait qu'on retrouve tout de suite l'élément qu'on veut afficher. Et surtout, le problème de ce pass absolu, c'est que si vous changez et que vous déplacez un élément du DOM, votre test, il passe plus. Alors que finalement, il n'est pas censé casser. On est dans le même contexte, on l'a juste déplacé d'un cran. Ce serait dommage d'avoir un test cassé pour ça. Donc je vous invite vraiment à faire les choses les plus simples et minimalistes possibles. Mais dans notre métier, on aime bien faire compliqué. Donc c'est toujours compliqué. Alors, si vous faites de l'utilitaire, comme ici, j'ai repris un extrait du code
de Tailwind, je vous conseille de mettre un Data Test ID pour sélectionner votre bouton, plutôt que de rajouter des classes spécifiques sémantiques pour le retrouver, parce que du coup, ça n'a pas de sens, il faut faire du CSS sémantique. Là, puisqu'on fait de l'utilitaire, on reste dans une logique utilitaire où on n'a pas de fichier CSS à modifier partout à côté. Du coup, rajouter un Data Test ID unique, ça sera beaucoup plus facile pour retrouver vos éléments. Par contre, si vous faites comme moi du sémantique et au CSS, bah, juste la classe parente et après votre élément, ça suffit. Alors, on va tester un bouton ensemble, donc toujours le même. On va essayer plusieurs sélecteurs pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je reprends mon HTML sémantique. Là, ici, comme élément de sélection, je vais avoir la classe du parent, la classe du bouton, son data test ID ou son texte. Alors moi, j'aime bien utiliser Testing Library parce que nativement, il me propose des choses pour sélectionner le texte contenu. Donc mon test devrait afficher un bouton pour le démarrage. Donc je vais render mon composant header, faire un DOM. Dans mon premier cas, je vais faire juste un get by text et je vais prendre le texte contenu dans mon élément. Il n'y a pas plus simple. On peut même lui passer une traduction. Si vous avez des fichiers de traduction et que vous voulez à la volée pouvoir changer de local et que le test passe toujours, vous pouvez faire ça avec i18n. Là, j'ai pas écrit tout le code d'import, mais parce que j'ai pas la place, mais normalement, il faut importer la librairie. Sinon, vous pouvez utiliser le data test ID, c'est un get by test ID, pardon. Donc, pareil, c'est tout aussi simple pour moi. Et enfin, sinon, on peut utiliser le conteneur de l'application, du composant, pardon, et faire un query selector. Donc là, vous voyez, avec le parent de haut niveau et l'enfant indirect, j'ai un sélecteur en 2 éléments qui est hyper simple. Si j'ai d'autres divs entre les deux, par exemple, et que je veux sortir mon bouton, ça marche toujours. Et en plus, mon test, il est très minimaliste. Mon sélecteur est très simple. Donc, c'est facile à lire. Et après, vous avez vos éléments et vous pouvez faire vos tests dessus. Donc ça, c'est compatible avec Jest, avec Playwright, avec plein de choses. Testing Library, c'est une très bonne lib que je vous conseille. Et en plus de ça, ce qu'on peut tester aussi, c'est l'accessibilité. On peut faire des choses en automatisé, en suivant le référentiel WCAG. En France, on a le RGAA, qui est une implémentation française de ces règles-là, donc ça vient du W3C. On a plusieurs niveaux. On a le A et le AA, qui sont les niveaux d'accessibilité demandés, les plus simples et qui sont obligatoires. Et on a le niveau AAA, qui est plus demandant, et qui est plus spécifique à certains domaines, certaines applications. Ça, vous pouvez le tester en tant que dev, même sans être formé en accessibilité, ce qui est mon cas. Je serai formé le mois prochain, par Access 42. Vous pouvez détecter 20 à 30% de détection automatiquement avec Axe. C'est soit une extension de navigateur, soit un hook que vous pouvez mettre, je sais pas, dans Playwright, ou je crois que Cypress le fait aussi, soit dans un job de pipeline directement. Donc vous le mettez vraiment en 5 minutes, hein. Vous importez la lib, vous la lancez et vous avez 20 à 30% des erreurs d'accessibilité de détecter. C'est énorme en fait et c'est un effort qui est quasi nul. Et si après vous avez envie de vous intéresser à l'accessibilité, ce que je vous recommande, parce qu'on devrait tous et toutes le faire, bah, c'est en apprenant déjà, en lisant les erreurs des linters et des outils comme ça, on se forme déjà en fait. Donc en tant que dev, même tout débutante, on peut faire ça. Donc essayez dès lundi en mode automatisé. Testing Library, je vous le recommande encore pour l'accès au DOM, parce qu'il se combine avec Jest pour les tests U et des tests de composants, donc on ne va pas le voir, mais on va pouvoir monter le DOM et voir quand même que tout se passe bien. Mon outil de test end-to-end préféré, c'est Playwright, pour plein de raisons. Et il embarque les mêmes GetByText et autres API que Testing Library. Donc vous avez une même API pour tous ces outils-là. Et enfin, Axe, il est compatible avec Jest et Playwright. Vous pouvez le run dans ces deux outils. Et du coup, voilà la stack que moi j'utilise. Comme ça m'évite de multiplier trop d'outils. Donc déjà, on a notre code qui est en prod. On a nos conventions de code qu'on a discutées en équipe. On a nos linters. On a nos tests de non-régression. On a nos tests U, nos tests end-to-end. On a des sélecteurs qui ne sont pas cassables facilement. Je trouve que ça commence à être pas mal en termes de clean code. Mais le code tout seul, est-ce que bien coder, ça suffit, sincèrement? Est-ce que notre métier, c'est juste de coder? Ou est-ce qu'on ne fait pas de l'ingénierie et du design? Moi, je me pose cette question. Je trouve qu'on a
On est dans la révolution du numérique, qui est après la révolution industrielle, et on a tendance à travailler, comme le travail à la chaîne, à faire chacun sa tâche. Plutôt que de créer des logiciels, moi je code des tickets Jira. C'est un peu moins fun. Hein. Mais en fait, du coup, on bosse beaucoup en silo. On fait chacun notre rôle l'un après l'autre, l'une après l'autre. D'abord, on va discuter, on va faire un budget, on va faire un macro-chiffrage. Et puis après, on va demander pourquoi pas un designer ou une designeuse, quand il y en a. Des fois, j'en ai pas. Et puis après, il faut faire un ticket Jira avec le PO ou la PO. Et puis après, il faut le valider. Et puis après, ça va dans un sprint. Et après, on le dev. Et puis, j'ai pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice. Et même si je code bien, des fois, moi, ça me suffit pas. Puis après, en plus, il faut le tester. Mais des fois, c'est après et pas avant ou pas pendant. Et puis la documentation là-dedans. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous proposer, si vous faites de l'ensemble programming ou du mob programming, par exemple, c'est super bien parce qu'on gagne en qualité, en intelligence collective. Je vous propose de faire du design ensemble, de casser ces silos. J'ai vu une conférence d'Olivier Lefebvre à Alpecraft qui parle de Craft UX, où justement il pense qu'on devrait tout faire ensemble, pas forcément toute la journée, mais de concevoir les choses ensemble et de casser ces barrières-là. Moi, je vous propose ça, de rencontrer, d'échanger, de concevoir, développer avec des personnes diverses. C'est important pour plein de choses. On a eu des conférences ce matin sur ce sujet, que ce soit sur l'IA ou autre, ça a des impacts sur le rendu, mais aussi sur comment on va faire les choses. Du coup, on va voir comment on peut faire ensemble. Je vais vous donner quelques pratiques. En agilité, il y a une pratique qui s'appelle les 3 amis, où on vous conseille de se mettre à 3, une personne du métier, souvent PO, une personne de la QA, souvent une testeuse, et une personne tech, ça va être souvent un tech lead, pour pouvoir discuter des fonctionnalités avant de les faire et d'envisager est-ce que c'est testable, est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça correspond au métier qu'on veut. Moi, je vous propose de rajouter le design UI et UX, de faire au moins 4 ou 5 amis, parce que c'est hyper important, et le UX, c'est pas à la fin, c'est pendant. C'est avant et c'est pendant. Sinon, ça n'a pas de sens. On fait des applications web pour des êtres humains, donc pourquoi ne pas penser à l'implication que ça a pour les humains. Il y a un truc cool pour faire ça, c'est l'example mapping. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil-là. En fait, c'est vulgairement, je vulgarise beaucoup, c'est un outil qui vient du BDD et qui permet de discuter des fonctionnalités à l'aide d'exemples. Vous avez, que ça m'est arrivé, d'être dans une équipe, on va faire un refinement. Donc on a une liste de tâches Jira et il faut les chiffrer. Et puis du coup on dit, oh, ça a l'air d'être compliqué, ça a l'air de prendre tant de temps, on donne un chiffre. Mais moi, des fois, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et du coup, c'est plus un jeu de m'aligner sur le chiffre avec mes collègues sans que le manager remarque que j'ai un peu triché, quoi. Mais plutôt que de faire ça, il vaut mieux demander dans la pratique à quoi ça ressemble. Le parcours, est-ce que du coup, je clique là, ça affiche ça? Ah non, c'est mal compris. Alors en fait, c'est en 2 tâches. En fait, on pourrait découper en 3 US. Et de parler d'exemple, en fait, c'est parlant tout de suite et ça marche très bien. Donc si vous faites ça avec les 4 personnes dont on a parlé juste avant, là, vous avez tout le monde, toutes les personnes nécessaires pour réaliser le projet. Si vous n'avez pas de designer et que vous ne savez pas à quoi ça ressemble, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans le navigateur, d'afficher un site qui ressemble à ce que vous voulez. Et pourquoi pas de le modifier à la volée dans le DOM et de faire une capture d'écran. C'est quelque chose que j'ai fait récemment pour un outil de gestion de user. Et en fait, on a regardé Keycloak, si vous connaissez l'outil. Et en fait, on a repris une logique d'ergonomie qui était dedans. Et en fait, on n'avait pas d'exemple comme ça, on n'avait pas le temps de faire un POC. Du coup, juste de regarder ce qui se fait dans la communauté, c'était très bien. Donc, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas la chance d'avoir un designer ou une designeuse. Alors, l'accessibilité, est-ce que c'est d'abord du dev ou du design? Moi, je pense que c'est les deux, et j'insiste fort là-dessus. Vraiment, ça se conçoit et ça se fait en même temps, et c'est OK de ne pas tout savoir. On apprend au fur et à mesure. Les usages des gens changent, les problèmes d'accessibilité changent aussi avec la société qui change. Du coup, c'est impossible de savoir à 100% à un instant T, et puis tout le reste de sa vie. Il faut discuter avec les gens, se rencontrer. Donc, je vous invite à avoir beaucoup de respect pour vos collègues dev et vos collègues de design, et aussi au test, parce que je ne le vois pas toujours. Une autre pratique que je vois souvent, c'est les personas. C'est le fait de faire des fiches d'utilisatrices. Mais attention, il faut que ce soit basé sur des données réelles. Je vois très souvent des personnages qui sont très stéréotypés, qui oublient plein de types de populations. Le problème de ça, c'est qu'on a des biais et des stéréotypes, les humains. On en a depuis qu'on est né, quasiment. Et du coup, on les reproduit. On l'a vu dans l'IA ce matin, on en parlait à la keynote.
même, tout le monde, même si on est intelligent et super déconstruit, on en a. Donc c'est d'où l'importance de parler avec les users. Moi, en tant que dev, je les vois quasiment jamais dans aucune de mes missions. Je crois que ça m'est arrivé 2 fois. Même quand les users, c'est d'autres équipes de là où je suis en mission. Donc c'est un peu dommage. Voilà, très important. Et enfin, partager et documenter son design system ou son produit, montrer ce qu'on a fait, c'est important. Donc, dans le cas d'un design system, là, je vais faire un petit focus, faire un showcase qui est accessible. Si vous avez vraiment pas le temps de le développer vous-même, il y a des outils comme Storybook qui sont super bien, parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Mais pas que Storybook, il n'y a pas que les devs qui vont regarder le design system. Et surtout, éviter les composants usine à props, j'appelle ça comme ça, où on a 12 000 options. Du coup, dans l'API du composant, pour l'importer dans une application Vue ou React, je vais avoir, je sais pas, 15 options différentes qui peuvent se combiner. Et je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et pour ça, j'ai besoin d'un showcase où je puisse mettre plusieurs options et voir si le rendu correspond à ce que je veux faire. Sinon, je vais perdre du temps de développement. Donc encore une fois, Storybook, c'est super bien pour ça. Et puis pour le documenter, il y a un autre outil aussi. Ici en équipe, donc, en mode auto-généré, parce que j'aime bien automatiser. Vu qu'on a automatisé beaucoup de choses sur le clean code, on va continuer sur la partie design et collaboration. Si vous faites du Figma, il y en a d'autres, mais c'est quand même le plus utilisé pour créer. Pour partager, utilisez Storybook, les deux s'interfacent l'un avec l'autre. Encore une fois, vous pouvez générer des choses et garder du temps et de la charge cognitive pour faire d'autres choses plus intéressantes. Pour collaborer autour de ce design system ou de vos pages, vous avez Chromatic, qui est en version gratuite et payante, mais qui vous permet de voir le rendu et d'avoir des non-régressions visuelles. Et en plus de ça, vous avez Zero Height pour documenter. Et ça, c'est une documentation qui sera plus à destination de tout le monde et aussi du métier, et qui va pouvoir afficher en plus votre story, votre design sur Figma, etc. En résumé, on ne rend pas les applis sexy, on fait du code qui fonctionne, qui dure. Mais souvent, quand je ne vois pas ça, et ça, c'est des pratiques que j'ai appris au fur et à mesure, je ne développais pas du tout comme ça il y a quelques années, en général, c'est parce que les gens se demandent si HTML et CSS, c'est des vrais langages de programmation ou pas. Du coup, je vous demande, d'après vous, qui pense que HTML et CSS sont des vrais langages de programmation? Ah, plus de la moitié. Mais je vous ai influencé, je pense. J'ai demandé sur les réseaux sociaux, il y a 1 an, et les gens étaient mitigés. Et donc, j'ai quand même une majorité de non. Et j'ai un bon tiers de oui quand même. Mais bon. Et en fait, il y a une autre conférencière qui s'appelle Lara Schenk qui a fait le même sondage il y a une dizaine d'années. Les résultats étaient strictement les mêmes. La réponse est oui. Ce sont des vrais langages de programmation. Et HTML, CSS avec un user, c'est Turing complet. Si vous avez entendu parler de Turing ce matin à la conf sur l'IA. Du coup, à partir du moment où c'est des vrais langages, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez me voir dans les couloirs, j'ai tout un pitch là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous demande de faire comme si, en fait, de soigner ce que vous faites. Même si ce n'est pas pour vous des vrais langages de programmation, que ce n'est pas noble et stylé et tout, c'est important. Parce que DOM et CSS HOM, c'est des API qu'il faut soigner, c'est pas juste du rendu, c'est pas juste du joli. Donc c'est important. Je vous remercie. N'oubliez pas le feedback, c'est très important. Vous pouvez scanner le petit QR code. Et je crois qu'on a du temps pour des questions. On est large. Pourtant, j'ai pris mon temps. 15 minutes. Merci beaucoup pour la présentation. De ma propre expérience, je suis développeur front, moi aussi, et très intéressé par la partie CSS, HTML, etc. Et j'avais été pris à partie, pas méchamment, mais en rigolant, par un développeur back il y a quelques temps, il y a 2 ans à peu près, qui me disait effectivement HTML, CSS, c'est pas du code. Et son argument, c'était le jour où on pourra faire des tests unitaires en CSS ou en SCSS ou n'importe, j'accepterai de dire que c'est du code. Du coup, j'ai regardé un petit peu et il est possible de faire des tests unitaires en SCSS, une librairie qui s'appelle SassTrue pour ceux qui veulent regarder, qui se base sur Jest et qui permet justement de pouvoir faire des tests unitaires sur nos mixins et sur les fonctions
basé en SCSS. Donc, s'il est possible de faire des tests unitaires. Oui, merci Joël. C'est vrai, sur une partie du code, du coup, il faut utiliser un préprocesseur. Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas bien mentionné, mais effectivement, on peut faire ça. Après, pour la remarque de ton collègue, je dirais que de toute façon, on utilise tous des outils, des librairies qui sont externes pour tester notre code. Moi, je ne trouve pas que ce soit un argument suffisant, parce qu'on peut le tester en utilisant soit ce que tu as expliqué, soit un outil de test end-to-end. Donc de toute façon, c'est testable. C'était pas vraiment une question. Oui, mais je voulais rebondir quand même, parce que c'est important. Déjà, merci beaucoup. Alors, j'ai un petit peu honte parce que je vais peut-être poser une question très très bête parce que je suis encore en formation. Vas-y, il n'y a pas de question bête. Par rapport à l'organisation des fichiers de style sur le début justement de la présentation, quand on utilise un préprocesseur et qu'on souhaite scoper le style, je ne sais pas ce qui est le mieux à faire parce que du coup, sauf erreur de ma part, il faut quand même que tout soit compilé dans un fichier CSS unique. Du coup, à tel point c'est possible du coup de scoper. Alors, dans la notion de scope que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a deux façons de l'interpréter. Soit tu parles de où est-ce que le code CSS peut être interprété et rendu. Dans ces cas-là, tu vas le mettre dans une balise parente. Et si tu précises un parent, et ça ne s'exécutera et ça n'aura d'impact que dans l'endroit où tu as précisé ce parent-là. Typiquement, dans mon header tout à l'heure, si je sortais le bouton, il avait plus cet impact-là de style. Mais il y a aussi une notion avec les préprocesseurs où tu peux mettre, quand tu importes un fichier dans un autre, tu peux lui mettre un alias, un préfixe, et du coup, tu vas pouvoir mettre ton namespace point le nom de ta variable. Et dans ces cas-là, ton style va changer, mais c'est juste pour les variables. Voilà. Merci. Je t'en prie. Avec l'arrivée du coup des style properties en CSS, est-ce que des outils comme SAS ou LESS, ça va pas tendre à disparaître? Je ne sais pas bien répondre à ta question, parce qu'en plus, il y a CSS4 qui est annoncé, mais ce n'est pas des annonces non plus énormes, parce qu'il y a des choses qui sont déjà là et qui ne sont pas communément utilisables partout. Je ne saurais pas te répondre. Déjà, je trouve que l'ES n'est plus trop utilisé. Je vois que du SAS maintenant. SCSS, parce que SASS, c'est pareil. Le linter style lint que je vous ai mentionné, il ne fonctionne pas bien avec SASS, l'extension de fichier. Donc, je ne sais pas trop te répondre. Si quelqu'un d'autre a la réponse dans la salle, n'hésitez pas à prendre le micro, parce que moi, je n'ai pas cette réponse. Ça marche. Merci. Moi j'ai une question parce que moi aussi j'adore HTML, CSS, etc. Et en gros quand il y a des gens dans mon équipe qui ont des soucis, en général c'est moi qui viens aider. Et je me demandais si tu avais des conseils pour que, une fois que tu es venu faire le pompier, que tu as mis en place toutes ces bonnes pratiques, comment tu arrives à faire que l'équipe continue de les utiliser et ne se disent pas ah bah je vais. Parce qu'en gros, nous on a eu un consultant qui a mis en place des tests côté front, il est parti, ils ont enlevé les tests. Parce que ouais. Et moi je suis arrivée et Le respect est mort. Voilà. Et on m'avait dit qu'il y avait des tests et je les trouvais pas, donc on m'a dit non, on les a enlevés, personne n'arrivait à les faire, donc j'étais en mode ok. Ok, alors j'ai plusieurs axes de solution, mais là vous allez voir, je suis pas toujours très diplomate sur certains trucs. En fait, c'est ta posture à toi. Si tu estimes que c'est nécessaire et que tu dois être intransigeante là-dessus, sois-le. Montre l'exemple. Si tu considères qu'il faut faire des tests, même si tu es la seule à tester, fais des tests. Si tu es la seule à faire en TDD, fais des tests. Ça va rajouter de la qualité. Ensuite, sinon, si vous faites des relectures de code, ça peut être le moment de dire là, j'aurais bien rajouté un test, ou si les conventions de code ne sont pas suivies, le linter, ça t'aide à les renforcer, mais des fois, ça suffit pas. Tu peux aussi faire des remarques là. Le mieux, c'est de faire du mob programming. C'est ce que je préfère, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Mais ça peut être aussi même dans des espaces où vous faites des katas de code, des choses comme ça. Par exemple, dernièrement, moi, j'ai fait FizzBuzz en HTML, CSS sans JS. Donc, c'est un vrai langage, puisqu'il y a de l'algorithmie en CSS. Tu peux aussi le faire à cet endroit-là. Et dire, on fait juste le kata en mob, on voit les bonnes pratiques. Parce que quand on ne le fait pas, on ne voit pas l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne suit pas les pratiques, en fait. Donc, je pense que c'est ça mes axes de solution. Être insupportable.
J'ai une question concernant les ID dont tu parlais dans ta présentation. Dans mon équipe, la partie réalisation, on va dire, nous dit on dev pas pour le test. Et donc les ID, ça les arrange pas. Et du coup, j'ai entendu dire que, enfin, j'ai compris dans la présentation qu'on peut utiliser d'autres éléments que les ID. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut les reconnaître dans le code, parce que j'ai l'impression que, dans mon équipe, on parle surtout des ID et que quand il y en a pas, c'est intestable. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pas le cas. Oui, alors peut-être que l'outil que tu utilises favorise l'utilisation des ID. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les attributs utilisateurs étaient les plus recommandés. Jusque récemment, Cypress conseillait plutôt les data test ID, donc pas les ID CSS, mais bien data test ID. Donc ça dépend aussi des outils que vous utilisez. Peut-être que c'est pour ça que dans votre cas, c'est pas la convention que je préconise. Cela dit, un data test ID, ça n'enlève rien au fonctionnement du code. Ça n'a rien de cassant. Donc vous pouvez toujours en rajouter. Et après, c'est une question peut-être d'essayer, d'oser changer une config pour tester sur un composant une fois, prendre le temps. Et ça, le temps, c'est pas toujours facile à négocier, mais ça s'essaye. Ouais, justement, l'outil qu'on utilise, c'est Cypress. Et du coup, je pense qu'on est encore sur des bases des ID, du coup. Mais je crois que Cypress, maintenant, conseille aussi les user-facing attributes en priorité, donc le get by text, etc. Je pense que ça serait intéressant de... Je vais ramener ça lundi, je pense. Merci. OK. Oui, il y a plein de questions, je suis trop contente. Merci beaucoup déjà pour la présentation. Tu as parlé tout à l'heure, vite fait, des classes utilitaires, avec une petite remarque sur le fait que tu ne les aimais pas. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus pourquoi, justement, pour toi, les classes classes utilitaires sont moins pratiques, moins maintenables, OK. autres? Est-ce que tu veux que je parle de Tailwind ou des classes utilitaires en général? J'avoue qu'effectivement, Tailwind, c'est ce qu'on parle le plus, Ok. mais en général, ça m'intéresserait. Alors d'abord, je vais commencer par te répondre en te donnant un énorme compliment sur Tailwind que j'ai eu nulle part ailleurs, c'est sa documentation. En fait, je pense que c'est ça qui a séduit beaucoup le framework. En fait, on veut un rendu, on voit directement à quoi ça ressemble avec les marges, les déplacements, comme un diff en fait, comme je vous ai montré. Et donc, on voit le rendu qu'on veut en copiant-collant juste le DOM, juste le HTML. Et donc, c'est une très grande force. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'apprendre à faire des classes utilitaires, c'est apprendre à faire des alias de règles CSS. Donc ça me fait quand même apprendre le CSS, ça m'empêche pas de l'apprendre, mais ça me fait apprendre deux choses. Donc j'ai une double charge cognitive déjà. En plus de ça, ça alourdit le DOM, je trouve, visuellement. Ça m'embête. Même si le créateur de Tailwind est en désaccord avec moi là-dessus, et moi avec lui du coup, je trouve qu'il y a une responsabilité différente dans chaque fichier. Le HTML, c'est fait pour rendre des éléments, dire ceci est un texte, ceci est une image. Et le CSS, il est là pour dire je vais habiller et déplacer cet élément. Et donc pour moi, c'est deux fichiers séparés, deux responsabilités séparées. Mais après, ça s'entend, on a un espace dans la balise quand même pour faire notre style. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on va juste faire un fichier de configuration qu'on va donner à manger à Tailwind et après, ça va se répercuter dans toutes les classes utilitaires qu'on veut essayer. C'est hyper bien en termes d'efficacité pour un projet d'avoir juste un fichier de config à rentrer. Mais ça, en fait, je peux le reproduire aussi avec du sémantique, avec des variables que je vais appliquer partout. Du coup, je pense que c'est une question aussi de goût personnel. Je pense que si vous êtes à l'aise avec les classes utilitaires, utilisez-les, mais faites vraiment que de l'utilitaire, pas du mélange sémantique, utilitaire, bizarre. Et la plupart des frameworks, comme même Bootstrap, ils font du sémantique, mais ils proposent quelques classes utilitaires. J'ai tendance à dire c'est dommage, il faut faire plus l'un ou l'autre, enfin, être un peu rigide sur son choix, quitte à en changer plus tard, mais au moins à rester dessus. Vraiment, je pense que c'est le fait que ça alourdisse le DOM, moi, qui me gêne. Et puis, voilà, cette double charge cognitive. Par contre, c'est tout à fait testable avec des data test ID. Et j'aimerais que la documentation de CSS soit aussi claire que celle sur le site de Tailwind. N'est-ce pas, les gens de Cascade? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si tu veux rebondir, tu peux. Merci. Ok. S'il y a des avis différents du mien, je suis curieuse de les écouter aussi. On a 1 minute.
Je te rejoins parfaitement sur ce que tu viens de dire sur Tailwind, mais je veux quand même mettre un petit bémol dessus, c'est qu'avec Tailwind, en l'occurrence, tu as la possibilité aussi de pouvoir exporter ces fameuses classes utilitaires dans des @apply, dans des fichiers SCSS. Oui. Et donc du coup, cette notion d'alourdir le HTML n'est plus. Parce que tu peux créer ta classe sémantique, et ensuite, dans cette classe sémantique, utiliser les classes utilitaires pour ne pas avoir à alourdir le DOM. Mais je te rejoins parfaitement sur le fait de rajouter une centaine de classes sur notre HTML pour la maintenabilité, ça reste imbuvable. Tailwind le propose, je sais que Bootstrap ne le propose pas, donc effectivement là les classes utilitaires on peut se retrouver avec une liste assez affolante, mais pour Tailwind il y a quand même cette possibilité de pouvoir exporter toute la logique de style dans des fichiers de style. Donc deux poids deux mesures. Dans ces cas-là, j'utiliserais des layers ou des mixins nativement. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une réponse à tout pour Tailwind parce que j'aime pas. Mais je suis complètement biaisée. Hein. Franchement, faites vos expérimentations, m'écoutez pas. Enfin, faites-vous vos propres opinions. Il ne faut pas écouter les speakers sans réfléchir, c'est pas bien. Merci. Merci. Il nous reste du temps, je crois pas. Si ? Jusqu'à ? Ah oui, il reste 3 minutes. Personnellement, je suis un petit peu curieuse du coup de la communauté Cascade du coup que vous avez créée sur les fans de CSS francophones. Oui. Savoir du coup qu'est-ce que ça c'est vous vous retrouvez pour discuter du coup de nouvelles innovations, de bonnes techniques. C'est Alors, en fait, on a un Discord sur lequel on discute avec des channels que tu peux trouver facilement en tapant CSSCAD du coup sur Internet. Notre but, c'est de sortir un site web qu'on est en train d'écrire pour pouvoir proposer des articles sur ce sujet, de faire des meet-up en ligne et pourquoi pas des katas de code. Donc on est en cours de création, on est une petite équipe et moi j'ai pas eu trop la santé pour m'occuper du site, donc on est très en retard et je suis désolée. Mais tu pourras trouver des réponses à tes questions techniques par exemple. Tu pourras trouver des articles, plutôt que de juste rebalancer MDN, on pourra te dire ce que nous on préfère utiliser dans tel ou tel cas, etc. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. J'ai jamais eu autant de questions. Ça me fait super plaisir de vous répondre. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Et il reste 1 minute. Du coup, pour finir, j'aimerais vous inviter à faire un FizzBuzz en HTML, CSS quand vous aurez le temps. Parce que c'est super facile à faire et vous vous rendrez compte que c'est du vrai code. Bah, à la limite, c'était ma dernière question de nous donner des arguments. Parce que moi, je commence ma formation, le CSS, je trouve ça génial. Mais je suis entourée que de développeurs qui m'expliquent que le CSS c'est vraiment vraiment trop nul et je veux bien moi des arguments pour leur dire à tel point c'est cool et à tel point ça peut être un vrai langage de programmation du coup. Alors j'ai écrit un article sur ce sujet, c'est mon premier article technique d'ailleurs, donc tu peux le retrouver en allant voir mes liens. Du coup, c'est un vrai langage. Pourquoi ? Déjà parce que tu as les mêmes problématiques de nommage et de rangement, etc. C'est juste qu'il s'interface avec d'autres langages, mais c'est vrai pour d'autres. Hein. On ne peut pas faire du TypeScript sans Node, on ne peut pas faire du PHP sans avoir l'exécutable. Donc on a besoin d'un support pour que ça fonctionne. Encore une fois, avec un combiné, ils sont faits pour fonctionner ensemble. Avec un user, c'est Turing complet, donc c'est un vrai programme. On peut faire des jeux vidéo en HTML et CSS pur sans JS. Donc on peut faire programmer des choses. On peut programmer le jeu de la vie, plein de choses. Comment... Ah, j'ai oublié le nom. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. On peut programmer des automates mathématiques en HTML, CSS. Donc, on peut faire plein de choses. Mais surtout, on fait des interfaces. Et je pense que vous l'avez vu, du coup, avec Wacom, c'est pas que visuel. Du coup, à partir du moment où on écrit, c'est pas un langage humain. On peut pas se parler en HTML et CSS, ce serait compliqué. Du coup, à partir du moment où on programme un navigateur, on programme un comportement, que ce soit un logiciel ou une machine, on programme quelque chose. Et faire bouger le navigateur, c'est programmer le navigateur. Du coup, c'est la programmation. J'ai résumé très très fort une autre conf que j'ai. Donc, voilà.
Ah oui, merci, ça donne déjà des arguments. Est-ce que je vous ai un peu convaincu d'aimer HTML et CSS? Ouais. Ok, bon, j'ai gagné ma journée alors. Merci beaucoup. Bonne conférence.